Lors d'une fête, ma femme a dit qu'elle préférerait embrasser un inconnu plutôt que de m'embrasser. Tout le monde a ri, mais je n'étais pas l'idiot qu'il pensait. Quand j'ai finalement parlé, les rires se sont éteints en quelques secondes. Ce qui a suivi ne fut ni colère ni larmes. Ce fut quelque chose de bien plus dévastateur. Voici comment un homme discret riposte. Je m'appelle Nathaniel Berkshire, bien que la plupart des gens m'appellent Nat. J'ai 52 ans, et j'ai passé les 3 dernières décennies à diriger une entreprise régionale de distribution alimentaire avec mon fils, Noah. Nous approvisionnons des restaurants, des hôtels et des traiteurs dans 4 États. C'est un travail honnête, un revenu stable, et cela nous a offert une vie confortable. Du moins, c'est ce que je croyais. La nuit où tout a changé fut le 14 septembre, lors de la garden party annuelle de Ken et Cheryl Hansen. Ils organisaient ces soirées depuis des années. Toujours au début de l'automne, lorsque le temps en Géorgie était parfait, assez chaud pour des cocktails sur la terrasse, mais assez frais pour que les femmes puissent porter leurs écharpes coûteuses. Ma femme, Amanda, adorait ces fêtes. Elle aimait les potins, le vin, l'occasion de montrer la nouvelle tenue qu'elle avait achetée cette semaine-là. Je ne les appréciais pas particulièrement, mais j'y allais. C'est ce que l'on fait après 27 ans de mariage. On se montre, on sourit, on bavarde sur les taux d'intérêt et le football universitaire, et on rentre à la maison. Simple. Sauf que cette fois, j'avais un plan. Depuis 4 mois, je documentais la liaison d'Amanda. Pas de soupçons, pas de suppositions, des preuves. J'avais des dates, des heures, des reçus d'hôtel, des SMS qu'elle pensait avoir supprimés, et des messages vocaux qu'elle avait laissés sur un téléphone prépayé que j'avais découvert caché dans son sac de sport. L'homme s'appelait Kenneth Hansen, Ken pour les amis. Et oui, c'est le même Ken dans le jardin duquel nous nous trouvions ce soir-là, buvant son bourbon cher et mangeant les gâteaux de crabe faits maison par sa femme. J'avais passé des semaines à débattre de la manière de gérer la situation. Un divorce discret, une confrontation à la maison. Mais quelque chose en moi voulait que la vérité éclate de la même manière que le mensonge avait vécu, en public, parmi nos amis, dans un endroit où ils se sentaient tous les deux en sécurité et intouchables. La musique jouait, quelque chose de jazzy et d'oubliable, et les gens étaient dispersés en petits groupes sur la terrasse en pierre, riant trop fort à des blagues qui n'étaient pas si drôles. Amanda buvait régulièrement depuis notre arrivée. Ses joues étaient rouges, sa voix devenant plus aiguë à chaque verre de vin. Je l'observais de l'autre côté de la cour, debout près du brasero avec Cheryl et 2 autres femmes, et je ne ressentais rien. Pas de colère, pas de tristesse, juste une clarté froide et silencieuse. Vers 20h30, quelqu'un a suggéré de danser. Quelques couples se sont déplacés au centre de la terrasse, se balançant maladroitement au son de la musique. Je me suis approché d'Amanda et lui ai tendu la main. « Danse avec moi », ai-je dit. Elle m'a regardé comme si je lui avais suggéré de sauter d'un pont. « Quoi ? Depuis quand tu danses, Nat ? » ?»« Depuis ce soir, ai-je répondu, gardant ma voix calme. « Allez, une seule danse. » Elle a soupiré de manière théâtrale, a posé son verre de vin sur le rebord en pierre, et a pris ma main avec tout l'enthousiasme de quelqu'un acceptant une intervention dentaire. Nous nous sommes déplacés au centre de la terrasse, et j'ai posé ma main sur sa taille. Elle était raide, distante, regardant déjà par-dessus mon épaule vers le groupe de femmes près du bar. La chanson a changé pour quelque chose de plus lent, et je me suis penché, avec l'intention de l'embrasser sur la joue. Non pas parce que j'en avais envie, mais parce que j'avais besoin de voir sa réaction. J'avais besoin d'une dernière confirmation que ce que j'allais faire était justifié. Elle s'est brusquement reculée, manquant de tomber, et a laissé échapper un rire court et amer. Puis, assez fort pour que les gens autour de nous l'entendent, elle l'a dit. « Je préférerais embrasser un inconnu que de t'embrasser, Nat. » Les conversations voisines s'interrompirent brusquement. Quelques personnes se sont tournées pour regarder. Quelqu'un a ri nerveusement, ne sachant pas si c'était une blague. Les lèvres d'Amanda se sont retroussées en un sourire narquois, savourant la tension, savourant le petit frisson d'humiliation qu'elle venait de m'infliger. Je n'ai pas bronché. Je l'ai juste regardé, puis j'ai lentement tourné mon regard vers Ken Hansen, qui se tenait près du grill avec une bière à la main, nous observant avec une expression étrangement figée. Puis je suis revenu à Amanda et j'ai souri. Pas un grand sourire, juste un petit sourire froid. C'est drôle, ai-je dit, ma voix calme et claire. Ken n'est pas un inconnu, pourtant, n'est-ce pas ?
Le silence qui suivit fut absolu. Même la musique semblait s'effacer en arrière-plan. Le visage d'Amanda est devenu blême. La bière de Ken a légèrement glissé dans sa main, et il a fait un pas en arrière comme si la distance pouvait le protéger de ce qui allait arriver. Cheryl, debout à quelques mètres de là, regardait son mari puis ma femme, son expression passant de la confusion à une horreur naissante. Je me suis tourné vers la foule, en gardant un ton conversationnel. 4 mois de visite à l'hôtel, les mardis et jeudis, principalement le Marriott près de la sortie 37. Chambre 214, si quelqu'un est curieux. Payé avec notre carte de crédit commune. Pas très discrète, Amanda. La bouche d'Amanda s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Ken était devenu complètement blanc. J'ai posé mon verre sur la table la plus proche, j'ai fait un signe de tête poli à personne en particulier, et je me suis dirigé vers le portail. Derrière moi, je pouvais entendre les débuts du chaos. La voix de Cheryl qui s'élevait, quelqu'un qui haletait, Amanda qui criait mon nom d'un ton mi-paniqué, mi-furieux. Je n'ai pas regardé en arrière. Je suis monté dans mon camion, j'ai démarré le moteur, et je suis parti, laissant ma femme debout dans un jardin rempli de gens qui savaient maintenant exactement quel genre de femme elle était. C'était la dernière fois que la plupart d'entre eux me voyaient comme l'homme que j'étais. Je ne suis pas rentré chez moi cette nuit-là. Je suis allé à l'appartement que j'avais loué 3 mois plus tôt sous le nom d'une SARL, un 2 pièces impeccable à Alpharetta, à 40 minutes de notre maison à Roswell, meublé, anonyme, et complètement hors du radar d'Amanda. Je me préparais à ce moment depuis plus longtemps qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Le lendemain matin, Amanda s'est réveillée dans une maison vide. J'avais laissé mon alliance sur la table de chevet, parfaitement centrée sur une pile de relevés bancaires imprimés montrant chaque frais d'hôtel, chaque transaction suspecte, chaque mensonge documenté en noir et blanc. Pas de mots, pas d'explications, juste des preuves. Mon téléphone avait été déconnecté de notre forfait familial à minuit. Je m'étais retiré de localiser mon iPhone, j'avais fermé notre compte chèque commun et transféré ma part sur un nouveau compte dans une autre banque. L'hypothèque et les factures continueraient d'être payées automatiquement depuis un compte séquestre que j'avais mis en place des semaines auparavant. Tout était fonctionnel, rien de personnel. À 8 heures du matin, Amanda appelait mon bureau. Mon assistante, Lisa, avait été briefée. Monsieur Berkshire ne travaille plus pour l'entreprise, a-t-elle dit poliment. Je ne suis pas autorisé à discuter de sa localisation. Ce n'était pas tout à fait vrai. Je n'avais pas quitté l'entreprise. Je l'avais restructurée. 2 semaines plus tôt, j'avais transféré mes parts de l'entreprise dans un trust avec Noah comme principal bénéficiaire et gestionnaire. Sur le papier, j'avais pris ma retraite. En réalité, j'avais simplement coupé l'accès d'Amanda à tout ce que j'avais construit. Noah savait ce qui se passait. C'est lui qui avait remarqué le premier que quelque chose n'allait pas, 6 mois plus tôt, quand il avait vu Amanda déjeuner avec Ken Hansen dans un restaurant à 2 villes de là. Ils ne mangeaient pas. Ils se tenaient la main par-dessus la table, riant comme des adolescents. Noah était venu me voir cet après-midi-là, partagé entre le conflit et la colère, et m'avait montré la photo qu'il avait prise avec son téléphone. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à construire ma stratégie de sortie. Emma, notre fille, était une autre histoire. Elle vivait à Charlotte, travaillait dans le marketing, et parlait à sa mère 2 fois par semaine. Elle adorait Amanda, la voyait comme une femme forte et indépendante. Je savais qu'Emma prendrait initialement le parti de sa mère, alors j'ai préparé un dossier de documents à lui envoyer le moment venu. Pas tout de suite, mais bientôt. À midi, ce premier jour, Amanda avait essayé de m'appeler 17 fois. Je le sais parce que j'avais redirigé mon ancien numéro vers un service de messagerie vocale qui transcrivait ces messages et me les envoyait par email. Je les ai tous lus. Ils passèrent de la confusion à la colère, puis au désespoir en l'espace de 3 heures. Nat, où es-tu? Les gens posent des questions. C'est ridicule. Nous devons parler comme des adultes. Tu m'as humilié. Tu as humilié Ken et Cheryl. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Et finalement, vers 14 heures, s'il te plaît, rentre à la maison. On peut arranger ça. J'ai supprimé chaque message sans répondre. Les mots étaient son arme, pas la mienne. Le silence était bien plus efficace. Ce soir-là, j'ai rencontré mon avocat, Philip Grayson, à son bureau en ville. Philip préparait les documents de divorce depuis des semaines, et tout était prêt.
nous avons déposé la demande ce soir-là, invoquant des différends irréconciliables et joignant les preuves de la liaison d'Amanda comme pièce justificative pour le partage des biens selon les termes de notre contrat de mariage. Amanda ne recevrait les papiers que 3 jours plus tard. À ce moment-là, elle vivrait déjà dans une réalité où je n'existais plus sous aucune forme qu'elle reconnaissait. 3 jours après la fête, Amanda a enfin compris l'étendue de ce que j'avais fait. Les papiers du divorce sont arrivés par coursier à 10 heures du matin, livrés à notre porte d'entrée dans une enveloppe prioritaire qu'elle a dû signer en personne. Je savais le moment exact où elle les a ouverts car mon téléphone a sonné avec une notification de la caméra de la sonnette que j'avais installée des mois auparavant. Ce qu'Amanda a trouvé à l'intérieur n'était pas seulement une demande de divorce. C'était une autopsie financière complète de notre mariage, et plus spécifiquement de sa relation avec Ken Hansen. Philippe et moi avions passé des semaines à monter ce dossier. Chaque frais d'hôtel sur notre carte de crédit commune était recoupé avec l'emploi du temps de voyage connu de Ken. Chaque virement suspect de notre compte d'épargne vers ce qui semblait être des investissements commerciaux légitimes, mais qui étaient en réalité des comptes fictifs que Ken avait créés. Amanda pensait avoir été maligne, cachant de l'argent dans ce qui ressemblait à une opportunité d'investissement immobilier que Ken lui avait proposé le printemps dernier. 87 000 $. C'est ce qu'elle avait transféré dans le projet de développement de Ken sur 6 mois, toujours par petites sommes pour que je ne le remarque pas. Le projet n'existait pas. La SARL était enregistrée à une boîte postale dans le Delaware, et Ken en était le seul dirigeant. Chaque dollar était allé sur un compte offshore qu'il constituait, une assurance pour le jour où il quitterait Cheryl. Mais voici ce qu'Amanda ne savait pas. J'avais tout suivi. J'avais engagé une experte comptable judiciaire en mai, une femme discrète nommée Patricia, spécialisée dans la traque des actifs cachés. Patricia avait suivi l'argent à travers 3 sociétés écrans et 2 États, documentant tout avec la précision d'un chirurgien. La demande de divorce incluait le rapport complet de Patricia. 83 pages de preuves financières montrant qu'Amanda n'avait pas seulement été infidèle. Elle avait été complice de ce qui s'apparentait à un détournement de fonds de ses biens matrimoniaux. Selon notre contrat de mariage, l'infidélité et la faute financière déclenchaient une clause de déchéance totale. Amanda n'obtiendrait rien au-delà de ce que la loi exigeait comme minimum, et même cela serait contesté. À midi, Amanda était au bureau de Philippe, exigeant de me voir. La secrétaire de Philippe m'a appelé depuis le hall. Madame Berkshire est ici, dit-elle, d'une voix professionnellement neutre. Elle est très contrariée. Elle insiste pour vous parler. Dites-lui que je ne suis pas disponible, ai-je répondu calmement, et rappelez-lui que toute communication doit passer par son avocat dès qu'elle en aura un. Cet après-midi-là, Amanda a engagé Martin Fletcher, un avocat spécialisé en divorce agressif, connu pour défendre les épouses riches dans des séparations contentieuses. Martin était cher, bruyant et efficace. Mais il n'était pas préparé à ce que j'avais construit. Le même jour où Amanda a engagé Martin, j'ai reçu un appel de Cheryl Hansen. Sa voix était tremblante, à peine contrôlée. « Nat, j'ai besoin de savoir quelque chose », a-t-elle dit. « Depuis combien de temps ça dure ?» Je lui ai dit la vérité. 11 mois, d'après le plus ancien reçu d'hôtel que j'ai trouvé. Cheryl est restée silencieuse pendant près de 30 secondes. Puis elle a dit doucement, « Je dépose la demande demain. Je voulais que tu le saches. Ken n'aura nulle part où se cacher non plus. » 2 mariages se terminant simultanément. Et Ken Hansen, l'homme qui se croyait assez malin pour gérer 2 femmes et un montage financier, était sur le point de tout perdre. Quelques jours après la signification des papiers, j'ai envoyé le dossier à Emma. Livraison express à son appartement de Charlotte. Signature requise. À l'intérieur se trouvait une tablette, entièrement chargée, avec un seul dossier sur le bureau intitulé « La vérité ». Le dossier contenait tout. Des photos horodatées d'Amanda et Ken entrant dans des hôtels. Des relevés de cartes de crédit avec les frais surlignés. Des journaux de SMS récupérés de la sauvegarde cloud d'Amanda, qu'elle avait oublié d'exister. Et des messages vocaux qu'Amanda avait laissés sur le téléphone de Ken, messages que l'équipe de Patricia avait obtenus légalement grâce à une assignation à comparaître lors de l'enquête financière. Le pire message datait de mars, 3 semaines avant l'anniversaire d'Emma. La voix d'Amanda, haletante et excitée, « J'ai hâte que tout ça soit fini. Une fois que Nat aura signé les papiers d'investissement, nous aurons assez pour disparaître un moment. Peut-être 6 mois en Europe comme on en a parlé. Mon Dieu,
Je suis si fatigué de jouer l'épouse dévouée. Je n'ai pas appelé Emma après l'envoi. Je n'ai pas envoyé de SMS. J'ai juste attendu. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné. Le nom d'Emma est apparu sur l'écran. J'ai répondu à la 3e sonnerie. Papa, dit-elle, sa voix tendue et étrange. J'ai besoin de te voir. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de son bureau le lendemain matin. Emma avait l'air de ne pas avoir dormi. Ses yeux étaient rouges, ses cheveux attachés en une queue de cheval désordonnée, si différente de la fille soignée et confiante que je voyais d'habitude. Elle s'est assise en face de moi et n'a rien dit pendant un long moment. Puis elle a ouvert son ordinateur portable et l'a tourné vers moi. Sur l'écran se trouvait un brouillon de mail adressé à Amanda. J'ai écrit ça hier soir, dit Emma doucement. Je voulais que tu le lises avant que je l'envoie. L'email était dévastateur, clinique et froid. Emma y exposait chaque preuve qu'elle avait examinée, chaque mensonge qu'Amanda avait raconté, chaque manipulation qu'elle avait utilisée pour me dépeindre comme le mari distant et bourreau de travail qui ne l'appréciait pas. Le dernier paragraphe d'Emma était une seule phrase, « Je ne reconnais pas la femme qui m'a élevée, et je ne veux pas la reconnaître. » J'ai regardé ma fille et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. La lucidité. L'illusion de sa mère parfaite s'était brisée, et Emma regardait les morceaux, essayant de comprendre comment elle avait pu passer à côté. « Ne l'envoie pas tout de suite, » ai-je dit doucement, en repoussant l'ordinateur portable vers elle. Ta mère essaiera de s'expliquer, de se justifier, de te faire passer pour la méchante pour m'avoir choisi. Laisse-la. Laisse-la te montrer exactement qui elle est avant de répondre. Tu auras besoin de le voir par toi-même. Emma a hoché lentement la tête, puis a fermé l'ordinateur. Noah m'a dit que tu avais planifié ça pendant des mois, dit-elle. Il a dit que tu nous protégeais. Je nous protégeais tous, ai-je répondu. Y compris ta mère, d'elle-même. Emma a tendu la main par-dessus la table et a pris la mienne. Je suis désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt, papa. Tu n'étais pas censé le voir, ai-je dit. C'était tout l'intérêt. Le monde d'Amanda a commencé à s'effondrer de manière inattendue. La garden party n'avait pas seulement exposé sa liaison. Elle avait fait exploser son statut social dans une communauté où la réputation était une monnaie d'échange. En une semaine, les invitations ont cessé. Le club de lecture hebdomadaire auquel elle participait depuis 6 ans a soudainement eu des conflits d'horaires. Le comité de charité qu'elle présidait pour la collecte de fonds de l'hôpital lui a poliment demandé de se retirer, citant des développements personnels récents qui pourraient détourner l'attention de leur mission. Même son professeur de yoga, une femme qu'elle considérait comme une amie proche, a cessé de répondre à ses SMS. J'ai observé cela à travers Noah, qui avait encore des liens avec ce monde par le biais de sa petite amie, Sarah. La mère de Sarah faisait partie du cercle social d'Amanda, et les commérages allaient bon train. Apparemment, Cheryl Hansen avait demandé le divorce 3 jours après la fête et avait été brutalement honnête avec leurs amis communs sur la raison, la liaison de Ken avec Amanda. L'imbroglio financier, les mensonges, tout est devenu public en 48 heures. Ken lui-même avait disparu. Selon les sources de Noah, il avait quitté sa maison le soir même de la fête et vivait dans un appart-hôtel près de l'aéroport. Son entreprise, une société de conseil qui dépendait fortement des relations locales et de la réputation, perdait ses clients à vue d'œil. 2 de ses plus gros comptes avaient résilié leur contrat en une semaine, invoquant des préoccupations quant à son jugement professionnel. Cheryl, quant à elle, avait engagé l'un des avocats spécialisés en divorce les plus agressifs d'Atlanta. Elle avait gelé leurs comptes communs, déposé des ordonnances restrictives empêchant Ken d'accéder à certains actifs et, coup de grâce, elle avait envoyé une lettre détaillée au conseil d'administration du Country Club, où Ken était membre depuis 15 ans. L'adhésion de Ken a été suspendue en attente d'un examen, ce qui dans leur monde équivalait à un exil social. Mais le vrai coup dur pour Amanda est venu d'une source inattendue, son employeur. Amanda travaillait comme directrice régionale des ressources humaines pour une société de gestion de soins de santé depuis 8 ans. C'était un poste respectable, bien payé, qui lui donnait l'identité professionnelle qu'elle avait toujours désirée. Mais les départements RH des entreprises ont une politique de tolérance zéro pour les scandales personnels qui pourraient nuire à l'image de la société, surtout lorsque ces scandales impliquent des malversations financières. Quelqu'un, je n'ai jamais su qui, avait envoyé une dénonciation anonyme à l'entreprise d'Amanda concernant le montage financier avec Ken.
L'email incluait des copies des relevés bancaires et des documents d'enregistrement de la SARL montrant le compte offshore de Ken. Il n'accusait Amanda de rien d'illégal, mais il soulevait suffisamment de questions pour que le service juridique de l'entreprise se sente obligé d'enquêter. 2 semaines après la fête, Amanda a été mise en congé administratif. La raison officielle était une enquête interne en cours sur d'éventuels conflits d'intérêts. La vraie raison était que l'entreprise ne voulait pas que son nom soit associé au leur pendant qu'un divorce impliquant des allégations de fraude financière se déroulait dans les registres publics. Amanda m'a appelé pour la première fois depuis mon départ. Mon nouveau numéro de téléphone n'était pas bloqué. Elle l'avait obtenu d'Emma, d'une manière ou d'une autre. Et à 22h30 un mardi soir, mon téléphone a sonné avec son nom sur l'écran. J'ai répondu, je n'ai rien dit, j'ai juste attendu. Nat. Sa voix était tendue, à peine maîtrisée. J'ai perdu mon travail. Ils m'ont mise en congé. Mais nous savons tous les deux ce que ça veut dire. C'est de ta faute. Tu as détruit ma réputation. J'ai documenté la vérité, ai-je dit calmement. Ce que tu as fait avec Ken, l'argent que tu as caché, ce sont tes choix. Je me suis juste assuré que les gens le sachent. Tu es un homme vindicatif et cruel, Amanda, dit-elle, sa voix s'élevant. Tu m'as humilié devant tout le monde que nous connaissons. Tu as retourné nos enfants contre moi et maintenant tu m'as coûté ma carrière. Tu t'es coûté ta carrière, ai-je répondu d'un ton égal, au moment où tu as décidé de voler notre mariage pour financer le plan d'évasion de Ken. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. C'est toi. Il y eut un long silence. Puis la voix d'Amanda revint, plus froide maintenant. Ce n'est pas fini, Nat. Martin dit que nous pouvons contester le contrat de mariage. Nous pouvons prouver que tu m'as manipulé pour le signer. Bonne chance avec ça, ai-je dit et j'ai mis fin à l'appel. Je n'ai pas bloqué son numéro. Je voulais qu'elle sache qu'elle pouvait me joindre, mais que je n'avais aucun intérêt pour ce qu'elle avait à dire. 3 mois après la garden party, j'ai fait quelque chose qu'Amanda n'aurait jamais attendu. J'ai organisé un événement caritatif. L'occasion était l'inauguration d'une nouvelle aile pédiatrique à l'hôpital Northside, financée en partie par un don que j'avais fait au nom de mes parents. 250 000 $, donnés par le biais du trust familial que Noah et moi avions créé lors de la restructuration de l'entreprise. C'était une contribution significative, suffisante pour justifier un gala formel et une reconnaissance publique. Je ne le faisais pas pour être noble. Je le faisais pour marquer un point. La liste des invités incluait toutes les personnes présentes à la garden party de Ken et Cheryl, ainsi que le cercle social plus large qu'Amanda avait passé des années à cultiver. Des médecins, des chefs d'entreprise, des leaders communautaires, toutes les personnes dont l'opinion comptait dans son monde. L'événement était en tenue de soirée, organisé au Four Seasons, avec une vente aux enchères caritatives et un programme comprenant des discours des administrateurs de l'hôpital et de familles reconnaissantes. Noah et Emma étaient tous deux présents, se tenant à mes côtés alors que nous accueillions les invités dans le hall de réception. Emma était venue de Charlotte spécialement pour l'événement, et elle était magnifique dans une robe bleu marine qui me rappelait sa mère à cet âge. Mais contrairement à Amanda, l'élégance d'Emma était accompagnée de substance. Elle avait passé les 3 derniers mois à faire du bénévolat dans une clinique pour enfants pendant son temps libre. Inspirée, m'a-t-elle dit, par le désir de faire quelque chose de significatif après avoir vu comment sa mère avait en gaspillé. Sarah, la petite amie de Noah, était là aussi. Une fille adorable, enseignante, exactement le genre de personne dont Noah avait besoin. Stable, honnête, gentille. Nous nous tenions tous les 4 près de l'entrée, un front uni, et je regardais les gens s'approcher, offrant leurs félicitations et leur admiration. Votre famille doit être si fière, a dit une femme que je reconnaissais vaguement du country club. Nous le sommes, a répondu Emma sans hésiter, sa main posée sur mon bras. Papa a toujours cru en l'importance de redonner à la communauté. C'est l'une des choses que j'admire le plus chez lui. Le contraste n'échappait à personne. Me voici, le mari abandonné, investissant dans la santé des enfants et entouré de mes enfants qui me respectaient et me soutenaient clairement. Et où était Amanda? Elle brillait par son absence, son nom remarquablement absent du programme, son exil social complet. Pendant les discours, la directrice générale de l'hôpital, le docteur Margaret Hollis, a pris le micro et a remercié les donateurs par leur nom. Lorsqu'elle a mentionné le Berkshire Family Trust, la salle a applaudi et je me suis levé brièvement pour saluer. Les applaudissements étaient sincères, chaleureux,
et cela ressemblait à une revanche. Plus tard, pendant le cocktail, Cheryl Hansen s'est approchée de moi. Elle avait l'air différente de la garden party, plus mince, plus sévère, mais il y avait une force dans son expression qui n'était pas là auparavant. « Nat », dit-elle en me tendant la main. « Merci de m'avoir invité ce soir. C'est un événement magnifique. » Je lui ai serré la main. « Je suis content que vous ayez pu venir. Je voulais que vous sachiez, » a poursuivi Cheryl, sa voix assez basse pour que je sois le seul à l'entendre, « mon divorce a été finalisé la semaine dernière. Ken n'a presque rien obtenu. Le contrat de mariage que je lui avais fait signer il y a 12 ans a tenu parfaitement. J'en suis heureux, ai-je dit, et je le pensais. Vous avez fait ce qu'il fallait, Cheryl, a-t-elle ajouté en s'éloignant, la façon dont vous l'avez fait. Sans vous engager dans le drame. Je me suis inspiré de votre stratégie. J'ai hoché la tête. Parfois, la meilleure réponse est le silence et le succès, a dit Cheryl en jetant un coup d'œil à l'élégante salle de bal. C'est comme ça qu'on gagne, Nat. Pas en se battant, mais en construisant quelque chose de mieux. Elle avait raison. Amanda s'attendait à ce que je m'effondre, que je la supplie, que je la combatte publiquement. Au lieu de ça, j'avais disparu, restructuré ma vie, et j'en étais ressorti plus fort, plus respecté, et entouré de gens qui comptaient vraiment. 6 mois après avoir quitté cette garden party, Amanda a finalement forcé une rencontre en face à face. Pas par l'intermédiaire d'avocats, ni d'intermédiaires, mais en se présentant au bureau de Noah sans prévenir un mardi après-midi. Noah m'a appelé immédiatement. « Papa, maman est là. » Sa voix était tendue. « Elle exige de te voir. Elle dit qu'elle ne partira pas tant que tu ne lui auras pas parlé. » J'étais à 20 minutes de là, en train de déjeuner avec un fournisseur. « J'arrive dans un quart d'heure, lui ai-je dit. Garde-la dans la salle de conférence. Ne la laisse approcher d'aucun dossier ni ordinateur. » Quand je suis arrivé, Noah se tenait devant la salle de conférence, l'air mal à l'aise. À travers la paroi vitrée, je pouvais voir Amanda assise à la table, sa posture rigide, les mains jointes devant elle. Elle paraissait plus mince que dans mon souvenir, plus dure en quelque sorte, comme si les derniers mois lui avaient enlevé quelque chose d'essentiel. Je suis entré et j'ai fermé la porte derrière moi. Je ne me suis pas assis, je suis resté près de la porte, les bras croisés. Amanda a levé les yeux vers moi et, un instant, j'ai vu quelque chose vaciller dans ses yeux. Du regret, peut-être, ou de l'épuisement. Mais sa mâchoire s'est crispée et le défi familier est revenu. « Nous devons parler », a-t-elle dit. « Nous communiquons par l'intermédiaire de nos avocats », ai-je répondu calmement. C'était l'accord. Je me fiche de l'accord, Nat. J'ai besoin que tu m'écoutes. Sa voix était tendue, à peine contenue. Tu as tout détruit. Mon travail, mes amis, ma relation avec nos enfants. Tu as systématiquement démantelé toute ma vie. J'ai documenté ta liaison et l'argent que tu as volé, ai-je dit d'un ton égal. Tout ce qui s'est passé ensuite est une conséquence de tes choix, pas de mes actions. Ken m'a manipulé, a dit Amanda en se penchant en avant. Il m'a dit que l'investissement était légitime. Il m'a montré des documents, des projections. Je ne savais pas que c'était faux. Tu savais que tu me cachais de l'argent, ai-je répliqué. Tu savais que tu le rencontrais dans des hôtels chaque semaine. Tu savais exactement ce que tu faisais. Amanda s'est levée brusquement, sa chaise raclant le sol. Tu m'as humilié devant tout le monde que nous connaissons. Tu aurais pu gérer ça en privé, mais tu as choisi de me détruire publiquement. Tu t'es humilié toi-même, ai-je dit, ma voix toujours calme. J'ai juste fait en sorte que les gens connaissent la vérité. Et la vérité, c'est que tu as passé 11 mois à me mentir, à voler notre mariage et à planifier de disparaître avec le mari d'une autre femme. Je l'aimais, a dit Amanda, et pour la première fois, sa voix s'est légèrement brisée. Je sais que ça n'excuse pas ce que j'ai fait, mais je l'aimais et il m'aimait. Ken aimait ton argent, ai-je dit sans détour. Elle m'a regardé fixement, et j'ai vu le moment où la dernière illusion s'est brisée. Son visage est devenu blême et elle s'est rassise lentement, comme si ses jambes ne pouvaient plus la porter. Ce n'est pas vrai, a-t-elle murmuré. Si, ai-je dit doucement. Et quelque part au fond de toi, tu le savais déjà. Le silence s'est étiré entre nous, lourd et inconfortable. Puis Amanda a levé les yeux vers moi avec une expression que je n'avais pas vue depuis des années.
de la vulnérabilité. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe, a-t-elle demandé. Le divorce suit son cours, ai-je dit. Tu obtiendras ce que le contrat de mariage autorise, ce qui n'est pas grand-chose étant donné les circonstances. Tu continueras avec la vie que tu pourras te construire, et nous arrêterons de prétendre que nous avons encore quelque chose à nous dire. Les enfants me détestent, a dit Amanda, sa voix à peine audible. Les enfants sont déçus par toi, ai-je corrigé. Il y a une différence. Qu'ils te pardonnent un jour ou non, cela dépend d'eux. Pas de moi. Mais je ne les empêcherai pas s'ils choisissent d'avoir une relation avec toi. Amanda a hoché lentement la tête, puis s'est levée. Elle semblait plus petite, en quelque sorte diminuée. Je suis désolé, Nat. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Ça ne vaut rien, ai-je dit, non pas méchamment, mais honnêtement. Mais j'apprécie que tu le dises. Elle est passée devant moi en direction de la porte, puis s'est arrêtée. Tu as toujours été la meilleure personne, a-t-elle dit doucement. Non, ai-je répondu. J'étais juste celui qui a tenu ses promesses. Amanda est partie sans un autre mot, et je l'ai regardée à travers la vitre descendre le couloir et disparaître au coin. Noah est apparu à mes côtés un instant plus tard. Ça va, a-t-il demandé. Oui, ai-je dit. Ça va. Et je le pensais sincèrement. 2 ans après la finalisation du divorce, Emma s'est mariée. Elle avait rencontré quelqu'un de bien, un ingénieur système nommé David, qui travaillait pour une entreprise de technologie à Charlotte. Stable, gentil, exactement ce dont Emma avait besoin. Le mariage a eu lieu en novembre, une petite cérémonie dans un vignoble dans les montagnes. Uniquement les amis proches et la famille. Amanda n'était pas invitée. Emma avait pris cette décision elle-même après des mois de conversations sporadiques et difficiles avec sa mère qui n'avait jamais vraiment résolu quoi que ce soit. Amanda avait tenté de reconstruire la relation, en envoyant des cartes, des SMS, des cadeaux occasionnels, mais les fondations avaient été brisées et Emma n'était pas intéressée à reconstruire quelque chose qui lui semblait fondamentalement malhonnête. Je ne la déteste pas, m'avait dit Emma 6 mois avant le mariage, lorsqu'elle avait mentionné pour la première fois qu'Amanda ne viendrait pas. Mais je ne lui fais pas confiance, et je ne veux pas d'elle là, le jour le plus important de ma vie. Je n'ai pas discuté. J'avais dit à Emma des années auparavant que sa relation avec sa mère était à elle de la définir, et je le pensais. Le matin du mariage, je me tenais dans la suite d'Emma au vignoble, l'aidant avec le fermoir de son collier. Elle était radieuse dans une simple robe ivoire, ses cheveux relevés, ses yeux brillants de bonheur et de nervosité. « Tu es magnifique », ai-je dit doucement. « Merci, papa. » Emma s'est tournée vers moi, et j'ai vu des larmes monter dans ses yeux. « Je suis contente que tu sois là. Il n'y a nulle part où je préférerais être, » ai-je répondu. « Je le pense vraiment, » a dit Emma, la voix étranglée. Tu aurais pu t'effondrer après tout ce qui s'est passé. Tu aurais pu devenir amer ou en colère. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as juste continué à avancer, à construire quelque chose de mieux. Tu m'as appris ce qu'est la vraie force. Je l'ai prise dans mes bras, en faisant attention de ne pas froisser sa robe. Tu as toujours été forte, Emma. Tu avais juste besoin de le voir en toi. La cérémonie était parfaite, simple, authentique, remplie de gens qui tenaient vraiment à Emma et David. Noah se tenait à mes côtés alors que nous regardions Emma remonter l'allée, et Sarah lui tenait la main, enceinte de 6 mois de son premier enfant. À nos côtés était assis Philippe, mon avocat qui était devenu un ami au fil des ans, et Patricia, l'experte comptable judiciaire qui m'avait aidé à tout documenter, maintenant quelqu'un que je rencontrais occasionnellement pour un café. Pendant la réception, Emma m'a entraîné sur la piste de danse pour la danse père-fille. La chanson était une que je lui jouais quand elle était petite, et alors que nous nous balancions au son de la musique, elle a posé sa tête sur mon épaule. « Tu penses à elle parfois ?» demanda Emma doucement. « À ta mère ? » ?»« Oui. Parfois, ai-je admis. Mais pas de la manière que tu pourrais croire. Elle ne me manque pas. Je me demande juste si elle a un jour découvert qui elle était vraiment. Elle m'a appelé la semaine dernière, a dit Emma. Elle voulait savoir si elle pouvait t'envoyer un cadeau. Qu'est-ce que tu lui as dit ? J'ai dit, non, merci. Emma s'est légèrement reculée pour me regarder. C'était cruel ? C'était honnête, ai-je dit. Et tu as tout à fait le droit de fixer des limites. La chanson s'est terminée et Emma m'a serré fort dans ses bras.
Je t'aime, papa. Merci de m'avoir montré ce qu'est l'intégrité. Je t'aime aussi, ma chérie. Plus tard, alors que la soirée se terminait et que les invités commençaient à partir, je me tenais sur la terrasse surplombant le vignoble, un verre de bourbon à la main. Noah m'a rejoint, desserrant sa cravate. Belle journée, a-t-il dit. La meilleure, ai-je acquiescé. Sarah et moi avons discuté, a dit Noah après un moment. Quand le bébé arrivera, nous voulons le nommer d'après grand-père. Si c'est un garçon, je veux dire. J'ai regardé mon fils, ce jeune homme qui m'avait soutenu à travers tout, qui m'avait aidé à reconstruire, qui était devenu le genre de personne que j'étais fier d'appeler ma famille. Il aurait adoré ça, ai-je dit. Nous sommes restés là dans un silence confortable, regardant le soleil se coucher sur les montagnes, entourés par la famille que nous avions choisie et construite, si loin du chaos de cette garden party 2 ans auparavant que cela semblait être une autre vie. Parce que c'en était une. L'audience finale du divorce a eu lieu un matin gris de mars, près de 3 ans après cette garden party. La salle d'audience était petite, utilitaire, avec des néons qui donnaient à tout un aspect délavé et stérile. Je suis arrivé en avance avec Philippe, vêtu d'un costume sombre et portant une mallette en cuir qui ne contenait rien dont j'avais réellement besoin. Tout ce qui était pertinent avait déjà été soumis des semaines auparavant. Amanda est arrivée 10 minutes avant le début de l'audience. Elle était seule. Martin Fletcher s'était retiré de son dossier 6 mois plus tôt, invoquant des différends irréconciliables avec la cliente, ce qui, dans le jargon des avocats, signifiait « ma cliente n'écoute pas la raison ». Amanda avait eu 2 autres avocats depuis, avant de finalement se représenter elle-même, ce que Philippe m'avait prévenu être une catastrophe annoncée. Elle avait l'air différente. Plus âgée, évidemment, mais plus que ça. Il y avait une dureté dans ses traits maintenant. Une tension permanente autour de ses yeux et de sa bouche qui n'était pas là avant. Elle avait perdu du poids, beaucoup trop, et ses vêtements flottaient sur elle. Nous ne nous sommes pas parlé ni regardés. Nous nous sommes simplement assis de part et d'autre de la salle d'audience et avons attendu. La juge Marilyn Hendricks est entrée à 9 heures précises. Elle avait la soixantaine, des cheveux gris acier et une réputation d'efficacité sans fioriture. Elle a examiné brièvement le dossier, puis nous a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. Ceci est l'audience finale pour la dissolution du mariage entre Nathaniel Berkshire et Amanda Berkshire, a-t-elle dit. J'ai examiné tous les documents soumis, y compris les déclarations financières, le contrat de mariage et les preuves de faute conjugale. L'une des parties a-t-elle des déclarations finales avant que je ne rende ma décision? Amanda s'est levée. Votre honneur, je voudrais demander un autre report pour. Demande rejetée, l'a interrompu la juge Hendricks, non pas méchamment, mais fermement. Madame Berkshire, vous avez eu 3 ans et plusieurs avocats pour préparer votre dossier. Nous procédons aujourd'hui. Amanda s'est rassise, la mâchoire serrée. La juge a passé les 20 minutes suivantes à exposer sa décision. Le contrat de mariage était valide et exécutoire. La liaison d'Amanda et la faute financière constituaient des violations matérielles du contrat de mariage. Le partage des biens se ferait selon les termes du contrat. Amanda recevrait un paiement forfaitaire de 75 000 $, son véhicule personnel, et tous les biens personnels qu'elle avait apportés au mariage. Tout le reste, la maison, l'entreprise, les comptes d'investissement, la propriété au bord du lac me restait ou restait dans le trust familial que j'avais créé avec les enfants. Amanda serait également responsable de la moitié des 87 000 $ qu'elle avait investis avec Ken Hansen, car le tribunal considérait cela comme une dette personnelle encourue par ses actions. Quand la juge Hendricks a terminé, elle nous a regardés tous les deux. Le mariage est dissous. Vous êtes tous deux libres de poursuivre vos vies. Je vous suggère fortement de le faire sans autre contact, sauf en cas d'absolue nécessité. Elle a frappé une fois avec son marteau, et c'était fini. Amanda s'est levée et est sortie immédiatement, sans me regarder ni regarder Philippe. Je l'ai regardé partir et je n'ai rien ressenti, ni satisfaction, ni vengeance, juste un sentiment tranquille d'achèvement. Dehors, devant le palais de justice, Philippe m'a serré la main. C'est fait, Nat. Tu peux clore ce chapitre maintenant. Je l'ai clos il y a 3 ans, ai-je dit. C'était juste la paperasse qui rattrapait le temps. Je suis allé chez Noah après. Lui et Sarah m'avaient demandé de passer après l'audience, quel que soit le résultat. Quand je suis arrivé, Emma était là aussi, arrivée de Charlotte ce matin-là.
Noah faisait griller des steaks dans le jardin pendant que Sarah tenait leur fils de 6 mois, Patrick, nommé d'après mon père. Comment ça s'est passé, a demandé Emma quand je suis entré par le portail. C'est fini, ai-je dit simplement. Emma m'a serré fort dans ses bras. Bien. Tu mérites d'en avoir fini avec tout ça. Nous avons passé l'après-midi ensemble, nous 4, plus Patrick, à manger de la bonne nourriture et à parler de choses normales, de choses futures. Noah et Sarah cherchaient une maison dans un meilleur quartier scolaire. Emma et David songeaient à revenir en Géorgie maintenant que l'entreprise de David avait ouvert un bureau à Atlanta. L'entreprise se développait, et je me retirais progressivement, laissant Noah prendre les rênes pendant que je me concentrais sur mon rôle de grand-père et peut-être sur quelques voyages. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres dans la cour, je tenais Patrick pendant que Sarah et Emma nettoyaient à l'intérieur. Noah s'est assis à côté de moi sur les marches du porche. « Tu regrettes parfois la façon dont tu as géré ça ?» a-t-il demandé doucement. Le fait de partir comme ça, la confrontation publique, tout ça? J'y ai réfléchi un moment. J'ai vraiment considéré la question. Puis j'ai secoué la tête. Non. J'ai protégé ce qui comptait. Je vous ai protégé, toi et Emma, et la vie que nous avions construite. Ta mère a fait ses choix, et j'ai fait les miens. Je ne regrette pas de m'être défendu. Bien, a dit Noah. Parce que je suis fier de la façon dont tu as géré ça. Tu m'as montré ce que signifie avoir du cran. J'ai regardé mon fils, ce brave homme qui m'avait soutenu à travers tout, et je me suis senti reconnaissant, non pas pour ce qui s'était passé, mais pour ce que nous avions construit malgré tout. Si vous m'aviez dit il y a 5 ans que je me tiendrais sur un quai dans le Maine, regardant le lever du soleil sur l'Atlantique avec une femme que j'avais rencontrée lors d'une collecte de fonds pour un hôpital, j'aurais ri. Mais c'est exactement là que je me suis retrouvé un matin de fin d'été. Et pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais me souvenir, je me sentais véritablement content. Elle s'appelait Claire, docteur. Claire Hutchin, une oncologue pédiatrique que j'avais rencontrée 2 ans après la finalisation du divorce. Elle avait pris la parole au gala de l'hôpital où j'avais fait mon don. Et après, nous nous étions retrouvés dans le même cercle de conversation. Elle était intelligente, directe, et avait un rire qui faisait sourire tout le monde autour d'elle. Elle était veuve depuis 5 ans, son mari étant décédé d'une crise cardiaque à 49 ans. Et elle avait un fils adolescent nommé Matthew. Un bon gamin, calme, qui aimait l'astronomie et les mauvais films de science-fiction. Claire et moi avions pris les choses lentement. Un dîner ici et là, des appels téléphoniques qui duraient des heures, une appréciation partagée de l'honnêteté et du fait de ne pas jouer de jeu. Quand je lui ai parlé d'Amanda et du divorce, elle m'a écouté sans jugement, puis a simplement dit « Les gens vous montrent qui ils sont. Il faut juste être prêt à le voir. » Nous étions ensemble depuis près d'1 an maintenant, et cela semblait juste d'une manière que mon mariage avec Amanda n'avait jamais été. Pas dramatique, pas compliqué, juste confortable et authentique. Le voyage dans le Maine était l'idée de Claire. Elle possédait un petit cottage que ses parents lui avaient laissé, juste au bord de l'eau, et elle m'avait invité à y passer une semaine. Matthew était en camp scientifique et nous avions la maison pour nous. Nous avions passé les journées à faire de la randonnée, à lire, à cuisiner ensemble, et à parler de tout et de rien. Ce matin-là, alors que nous nous tenions sur le quai à regarder le lever du soleil, Claire s'est appuyée contre moi et a dit « Je suis contente que tu sois là. » Moi aussi, ai-je répondu, en le pensant complètement. Emma m'a appelé hier, a dit Claire nonchalamment. Elle m'a demandé si je voulais aller faire du shopping avec elle le mois prochain pour la robe du baptême. Le premier enfant d'Emma et David, une fille qu'ils avaient appelée Sophie, était baptisée en octobre. Et Emma avait demandé à Claire d'être sa marraine. C'était la manière d'Emma de montrer son acceptation, d'accueillir Claire dans la famille. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» ai-je demandé. J'ai dit oui, évidemment. Claire a souri. « Ta fille est plutôt merveilleuse, tu sais. Elle a appris en te regardant, ai-je dit. » Et Claire a ri. Beau parleur. Nous sommes restés là jusqu'à ce que le soleil soit complètement levé, puis nous sommes retournés au cottage pour un café et les pancakes aux myrtilles que Claire insistait pour faire elle-même. Plus tard dans la semaine, Noah a appelé avec des nouvelles. Lui et Sarah étaient de nouveau enceintes, et cette fois, ils attendaient des jumelles. Des filles? Noah semblait à la fois terrifié et extatique. Papa, je ne sais pas si je suis prêt pour 3 enfants de moins de 3 ans, a-t-il dit en riant nerveusement.
Personne n'est jamais prêt, je lui ai dit. On se débrouille au fur et à mesure. La semaine dans le Maine s'est terminée trop vite. Mais quand Claire et moi sommes retournés en Géorgie, ce n'était pas avec tristesse. C'était avec des projets. Plus de voyages, des vacances ensemble, peut-être même emménager ensemble quand Matthew finirait le lycée dans 2 ans. La vie était redevenue quelque chose que j'attendais avec impatience, pas quelque chose que je subissais ou gérais. J'avais des petits-enfants que j'adorais, des enfants qui me respectaient, un travail qui me stimulait sans me consumer, et une partenaire qui me voyait clairement et m'avait choisi malgré tout. Amanda existait quelque part, vivant la vie qu'elle avait réussi à se construire. Je ne pensais plus souvent à elle, et quand je le faisais, c'était avec une curiosité distante plutôt qu'avec de la colère ou du regret. Elle avait fait ses choix, avait vécu avec les conséquences, et j'étais complètement passé à autre chose. Le jour de mon 57e anniversaire, 5 ans après cette garden party, je me suis réveillé dans ma propre maison, celle que j'avais achetée après avoir vendu la maison que nous partagions avec Amanda. Claire était à côté de moi, et en bas, j'entendais Emma et David préparer Sophie pendant que Noah gérait Patrick et Sarah s'occupaient des jumelles. C'était le chaos. Un beau chaos, et il était à moi. Cet après-midi-là, entouré de ma famille, j'ai soufflé les bougies d'un gâteau qu'Emma avait fait. Et quand tout le monde m'a demandé ce que j'avais souhaité, j'ai souri et j'ai dit, rien. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Et je le pensais sincèrement. La vie que j'avais construite après Amanda n'était pas parfaite, mais elle était honnête, et elle était remplie de gens qui valorisaient les mêmes choses que moi. L'intégrité, la loyauté, le respect. Les fondamentaux qui auraient dû être là depuis le début. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas la vengeance du tout. C'est de construire quelque chose de si bon, de si solide, que le passé devient sans importance. Et c'est exactement ce que j'avais fait.